du coup, on va pouvoir commencer ce fameux colloque médiatique. Je fais un cadrage. Moi, je voulais juste revenir sur une chose, ce qu'elle avait au début. On était donc les médias indépendants, hein, les peu connus. Et juste pour savoir, je vous le demande, est-ce que vous souhaitez poser des questions à Xavier ou en coupe? C'est pour ça. Est-ce que vous souhaitez qu'on le rappelle? Allez, levez la main ceux qui souhaitent qu'on le rappelle. On va le faire en mode RIC. Ouais, ça fait pas beaucoup de mains levées. Hein. Est-ce qu'on refait une petit quart d'heure avec lui pour lui poser des questions? Oui, moi j'en ai plein qui font oui. Vous êtes frustrés et vous allez nous taper. D'accord, on va le rappeler alors. Et en attendant, je laisse la parole à Angie et aux autres journalistes. C'est bon? Je te remercie, Sarah. Non, c'était pour revenir parce qu'au début, on vous a dit que les journalistes indépendants allaient intervenir. Donc, je vais faire rapide. Moi, je suis donc juste un petit journaliste de terrain. J'enquête plus que je fais d'articles, puisque j'en fais très peu ou pas. Et j'essaie de faire remonter les éléments que je peux trouver à certains réseaux qui ont beaucoup plus d'abonnés que moi, ou en tout cas qui les suivent. Et puis je vais laisser plutôt parler ceux qui font un peu plus d'actualité. Et dans pas très longtemps, nous allons voir un petit documentaire très intéressant. Je vous demande d'être très attentifs. Et après, vous aurez une série de questions à poser au jeune homme qui est là, qui sera donc le héros de ce document. Merci. Je te remercie. Alors, est-ce que tout le monde m'entend bien, j'espère? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Maximus le Renaissant, j'ai une chaîne YouTube, j'interviens donc sur le terrain, effectivement, et les questions d'actualité m'intéressent beaucoup, je les analyse un petit peu et je propose de la réflexion autour de ces questions qui sont extrêmement importantes. J'entends énormément de choses aujourd'hui, d'ailleurs, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et aussi aller sur la chaîne de Radio Lodi où je fais des commentaires de l'actualité. Effectivement, je voulais intervenir pour partager beaucoup de choses avec vous. Merci d'être là. Merci à Sarah de nous avoir conviés. Le temps de parole était long, mais bon, on l'a quand même. Et on va parler un petit peu de real politique et on va parler de ce fameux New World Order. J'ai entendu beaucoup de choses, mais je crois que, en fait, il y a des choses incomplètes dans ce qui ont été dites. Certes, il y a des nations, mais il y a aussi des gens qui sont au-dessus de ces nations et qui les pilotent. Donc on est en train d'assister effectivement à un bouleversement mondial, à un changement et une constante qui est en fait d'écarter les peuples aujourd'hui et voire de les digitaliser, les déshumaniser. Je ne vais pas vous évidemment rappeler qui est Yuval Harari ou Klaus Schwab. Je pense que vous connaissez ces individus. J'ai entendu des choses, c'est vrai, belle et intéressante sur la solidarité, je suis tout à fait d'accord, mais la France n'est pas un pays qui n'est composé que de campagnes. Il y a aussi des villes et des métropoles comme Paris, et pour les réseaux Solaris, ça s'organise autrement, et le réel impose qu'à un moment donné, nous soyons conscients qu'il y aura des difficultés pour la simple et bonne raison que si vis pacem para bellum. Celui qui veut la paix doit malheureusement préparer la guerre. C'est une constante de l'histoire. Or, nous avons des gens extrêmement agressifs, violents, génocidaires, qui n'hésitent pas à écrire ce qu'ils veulent faire des nations. Feu Claire Séverac, à qui je rends hommage, nous avait gratifié d'un ouvrage que je vous recommande de lire ou d'offrir à vos proches qui s'appelle « La guerre secrète contre les peuples », qui n'est plus une guerre secrète, qui est d'ailleurs une guerre ouverte et totalement visible. Donc, merci à vous. Deuxièmement, je crois que ce qu'a dit Xavier Moreau est extrêmement intéressant. Certes, il y a une équation dont il ne tient absolument pas compte. C'est l'Afrique, et personne n'en tient compte. Aujourd'hui, nous voyons la France-Afrique se faire dégager de partout. Du Mali, de la Guinée, du Niger, et d'ailleurs, les pions france-africains, Alassane Ouattara, Mohamed Bazoum au Niger, et notamment Macky Sall, sont aux ordres de Paris, ce sont des préfets. Or, la prospérité de la France ne s'articule que grâce aux matières premières de la France. Nous voyons... de la France-Afrique, excusez-moi, de la France, excusez-moi.
la prospérité française dépend de l'Afrique en partie parce que les matières premières les plus importantes sont en Afrique. Le Mali est une réserve d'or extrêmement considérable. Or, c'est le Mali qui lance le coup d'envoi de cette redéfinition de cette nouvelle Afrique du XXIe siècle qui est en train de naître sous nos yeux et qui fera une bascule dans le monde. Parce que certaines valeurs ont été oubliées en Occident et en Afrique. Ces valeurs, on les a conservées. C'est-à-dire respecter la mère, la naissance et les anciens. Ce que nous avons oublié encore aujourd'hui, car nous n'hésitons pas à mettre nos anciens dans des mouroirs, ce qui est une honte absolue et ce qu'on ne fait pas en Afrique. Vous voyez, on respecte les anciens et on respecte le vivant. Or, ces globalistes, aujourd'hui, il faut renouer avec ce vivant, ne veulent pas que nous nous soignions avec des plantes, ne veulent pas que nous soyons unis entre nous, ne veulent pas que nous soyons en famille. Nous avons un certain Jacques Attali qui, d'ailleurs, très tranquillement et très doctement, nous a expliqué que les repas de famille n'étaient pas très rentables pour les industriels et qu'il fallait absolument réduire ce temps passé en famille parce que ce n'était pas rentable, ce n'était pas bankable, comme on dit maintenant. Alors, M. Jacques Attali nous avait expliqué qu'à partir de 60-65 ans, on ne produisait plus rien et que finalement, l'euthanasie était une situation envisageable lorsqu'on était considéré comme un mangeur inutile, dixit Yuval Noah Harari, que j'appelle le Gabriel Attal de Klaus Schwab. Et donc, je dis à M. Jacques Attali, charité bien ordonnée commence par soi-même, vous avez 80 ans. Alors, je vais donner la parole à d'autres, parce que j'aurais beaucoup de choses à dire. Mais si vous voulez que je continue, je continue. Si vous voulez que je continue, eh bien, absolument, je vais finir là-dessus. Donc, soyons attentifs à ce qui se passe. Développons en nous, retrouvons les instincts animaux que nous avons perdus. Les animaux, aujourd'hui, nous éduquent et nous montrent le chemin. Et ils sont respectueux du vivant, ils sont respectueux de Mère Nature, que moi j'appelle la création, parce que je suis catholique. Et donc, cette création, nous avons les ennemis du vivant qui, aujourd'hui, pensent que tout va passer par le virtuel, le numérique et le digital. J'ai entendu des choses pendant 3 jours et je vous enjoins à chasser certains mots de votre vocabulaire, comme le mot vaccin. Chassez-le de votre vocabulaire. Chassez ce mot aussi, Covid, Certificate of Vaccination ID, un 9, première lettre de l'alphabet A, 9e I. Vous voyez, tout ça n'est pas un hasard. Toutes ces choses avaient été anticipées à l'avance. Vous trouvez dans le rapport Rockefeller de Gary Allen tout le plan de confinement et de pandémie que ces gens-là avaient pensé. Évidemment, il y a eu la cérémonie des Jeux Olympiques de Londres. Vous avez vu cette belle cérémonie et cette belle mise en scène qui nous expliquait ce qui allait nous arriver dans le futur. Et vous aviez aussi l'Event 201 qui aussi parachevait la suite de ce que nous allions vivre. Alors, ne tombons pas dans des pièges. Nous avons affaire à une guerre psychosémantique, c'est-à-dire on prend le contrôle de votre cerveau et on utilise des mots valises pour introduire des idées. Ce sont des chevaux de Troie. Donc récupérez le vocabulaire, allez à la racine des mots, car lorsque vous allez à la racine des mots, vous parlez avec la formule juste. Il faut revenir à la formule juste, car nous sommes en vérité, en réalité, et à partir du moment où nous acceptons cette déformation sémantique, nous sommes dans le camp de l'adversaire. D'accord ? Voilà. Merci à vous. On va passer le micro à Philippe, qui représente un média belge. Donc francophone comme vous. Merci Philippe. Donc, je suis Philippe, je soutiens je représente les médias belges indépendants. Donc je vous invite tous à aller sur la page Kéros, Kéros Média et VM News. Vous avez un 3e média, c'est Revivance. Donc les pages Facebook et les sites web. Et donc je pense que Sarah pourra les renoter ou Agora TV les reprendre. Donc c'est important parce que vous avez ces médias
Donc il y a des très bons interviews philosophiques, médicales, qui soutiennent le docteur David Bouillon, bien évidemment. Donc moi je suis sur le terrain, comme David, et donc on fait des interviews directes, en live. Donc c'est vraiment au plus proche du terrain, c'est ça qui est très important. Moi j'ai un pied aussi en France, puisque j'étais à Paris avec les convois de la liberté. Donc j'étais vraiment stupéfait par le déploiement de force qui a été ce jour-là, notamment au l'Arc de Triomphe avec des blindés. J'ai vu la Brave qui chargeait, les gaz lacrymaux, j'ai suivi l'épisode de Gilets jaunes. Donc c'est important d'être au plus proche du terrain. Et donc voilà. Et ce que je souhaite aussi, je reprends le message de David, l'union fait la force, et qu'il y ait cette... pour ça on a fait le chemin pour venir à Orléans, pour justement avoir cette unicité entre les médias et d'être beaucoup plus fort. Ça, c'est très important. Voilà, nous sommes pays voisins, donc c'est très important d'avoir cette solidarité. Donc ça rejoint, tout est lié, Solaris, solidarité, les médias, et donc on doit vraiment au plus proche que ce soit concret. Il y a des personnes qui parlaient leur inquiétude, mais voilà, donc c'est des messages d'espoir et de confiance, ça c'est très important, notamment le message d'Alexandra Henriot-Caude, que je soutiens. Et donc voilà, vous allez sur les pages, Kéros, BAM, Revivance, et vraiment vous avez des très bons interviews, des documentaires, donc voilà, c'est important parce qu'on ne voit pas toujours ces médias-là, ces documentaires en France, donc c'est important d'être sur les deux. Voilà, simplement. Alors, pour faire ricocher, n'hésitez pas, si vous parlez de ces médias, partagez-les autour de vous. N'hésitez pas, faites des petites fiches comme ça, vous les distribuez dans la rue. Pour ceux qui habitent dans les villages, n'hésitez pas, nous on le fait déjà. En région parisienne, on a édité des petites listes avec une 50aine de médias, avec des petites infos comme, je ne vais pas rentrer dans les détails des affichettes que l'on distribue, mais on le fait. On les poste dans les piscines, on les poste dans les écoles, on les poste dans les cafés. On n'hésite pas. On distribue des tracts pour des publicités, pour des concerts, pour du cinéma. Mais nous, on distribue des tracts pour informer les gens. Voilà. Je passe la parole à Raph. Merci Angie. Alors, là vous avez compris qui je suis Rafi d'Agora TV. Enfin, peu importe. C'est pas Rafi d'Agora TV qui est le plus important. Le plus important, c'est vous. Pourquoi ? Parce qu'à Agora TV, comme son nom l'indique, si vous avez fait un petit peu de latin, Agora, c'est les gens, c'est le peuple, la TV du peuple. Et réellement, on est la télé du peuple, on est votre télé. Et c'est pas nous les stars, c'est vous. Nous, on vient vous voir pour vous donner la parole, pour vous mettre vous en lumière. On n'a pas besoin de briller, nous. C'est pas notre rôle. C'est vous qui avez des choses à dire, vous le peuple. C'est vous qui êtes dans la rue, qui êtes dans cet engrenage de tous les jours, comme j'expliquais tout à l'heure. Et que ces gens ont peur parce qu'ils se sont fait embringuer par la télévision. On leur dit tout et n'importe quoi, comme je vous ai dit tout à l'heure. Avec la peur, on en fait ce qu'on veut. Il ne faut plus avoir peur. Alors effectivement, Agora TV, c'est quoi aussi ? C'est aussi une plateforme qui donne la parole aussi aux autres médias. On travaille aussi avec TVADP, Angie, avec toi aussi, on t'a déjà passé sur Agora TV. On donne la parole au maximum de monde. C'est notre rôle à nous de faire en sorte que les gens existent, qui existent dans toutes parts du monde. Agora TV, c'est le monde entier, je vous assure. Si vous regardez un petit peu, on est vu au Canada, on est vu aux États-Unis, on est vu même en Chine. Malgré que la Chine soit un pays très censuré, on a appris il y a très peu de temps que la France est le pays le plus censuré au monde. Et on est toujours là, nous, Agora TV, on se demande comment. Il y a 2 ans en arrière, on a perdu notre chaîne, la chaîne principale, Agora TV. Et on nous l'a rendue 1 an après. On nous a censurés. Pour un oui ou pour un non, pour rien du tout. Il suffisait que je montre un bouquin qui disait, par exemple, je ne sais pas, toute la vérité sur le Coro Coco, sans avoir besoin de demander. Tac, pas de technique, il n'y a plus d'émission, il n'y a plus rien. Juste ça, vous voyez, droit d'auteur, des choses comme ça, on produit nos propres émissions. Oui, il y a des plaintes pour droit d'auteur
de l'autre côté qui s'apprennent de nos émissions, qui veulent nous le piquer, etc. Des choses comme ça. Des attaques personnelles tout le temps. Parce qu'on a une équipe de trolls, ils se reconnaîtront, j'ai pas besoin de les citer, qui passent leur temps du matin au soir et du soir au matin à, dénoncer sur les plateformes de YouTube et les autres plateformes partout, comme quoi on diffuse des émissions, que c'est pas bien, etc. Ils vont sortir des choses qu'on ne comprend pas. Vous savez, dès qu'on commence à prendre la parole pour rien du tout, là je suis sûr qu'au moment où je vous parle, Rafi d'Agora TV, extrême droite, etc., antisémite, anti-ceci, anti-cela. Vous savez quoi? Je vais vous dire un truc, je ne sais même pas ce que c'est qu'un antisémite. Je ne sais même pas ce que c'est qu'un facho. Je ne sais rien du tout de toutes ces choses-là. Moi je suis Agora, un humain, un Rafi, un humain qui vous aime, c'est tout. Tout simplement. Et tout le reste, ça ne m'importe pas. Moi, on m'a traité d'antisémite. J'ai fait mes études dans une école qui s'appelle... je confonds avec Agora. C'est une école qui était de connotation juive. J'y ai passé des années extraordinaires. Je ne suis pas juif, hein, mais pourtant, j'ai participé avec eux des choses que j'avais jamais vues. Ils sont d'une gentillesse inouïe, d'une compréhension. On a tout partagé ensemble, comme on est en train de faire ici, on partage tout. Et j'ai jamais eu de problème. Pourquoi je serais antisémite? Pourquoi je serais anti-juif ou quoi que ce soit d'autre? Je suis anti-rien du tout. Je suis même pas anti-masque, je suis même pas anti-vax. Parce que quand on dit, on nous a même classifié d'anti-vax. Les vaccins, ça n'existe pas ce truc-là. Je suis anti-injection à la con. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout simple. Et je suis pas anti-masque. Je dis pas aux gens portez ou portez pas. Je dis décidez vous-même de ce que vous avez envie de faire. Si vous voulez le porter, portez-le. Si vous ne voulez pas le porter, ne le portez pas. Mais décidez par vous-même. N'attendez pas qu'on vous pointe du doigt, qu'on dise c'est obligatoire. Vous vous rappelez, on a parlé tout à l'heure de Jacques Attali. Jacques Attali, dans une émission, le gars, il avait rien, il n'avait pas de masque. Et en face de lui, il y avait une journaliste. Il lui a fait quoi, il a fait... C'est quand même aberrant, quoi. Non? C'est un truc de fou. Alors voilà, Agora TV, on a presque une dizaine de chaînes en tout. Donc Agora, tout court, Agora TV News, Agora TV News 2, 3, 4, 5, 6, on a même 5 Phoenix, où vous pouvez nous retrouver. Pourquoi on a toutes ces chaînes? Parce que comme je vous l'ai expliqué avant, elles sont censurées. Donc de temps en temps, on les protège. Quand il y en a une qui se fait dézinguer, on passe sur un autre. Hop, et celle-ci, elle se repose. Et pendant qu'elle se repose, on peut balancer dans l'autre, et ainsi de suite. On jongle avec les médias, avec les réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur Odyssée aussi, Agora TV Odyssée, sur Rumble, sur VK, pour vous donner l'information au maximum, pour que vous puissiez être informés et que vous informiez vous de votre côté, parce que pour que ça marche de votre côté, comme on disait, le bouche à oreille, pardon. Le bouche à bouche, c'est pas mal, hein. Mais le bouche à oreille, et dites qu'on existe. Et un truc aussi, on est un média indépendant. Et ce que ça veut dire un média indépendant, c'est qu'on n'est pas rémunéré. On n'a pas de subvention. On ne touche absolument rien de nulle part. C'est tout avec notre poche. Et on est venu ici, de Genève, de notre poche, pour venir vous voir. Parce que, simplement, on vous aime. Voilà. Donc, je vous laisse vous installer. Et cette fois-ci, on termine notre plateau géopolitique sur l'indépendance des médias et la situation du monde actuel. Merci à tous. Bon, ben c'est encore moi. Vous avez bien mangé? Ça va, vous êtes prêts? Alors, vous allez assister à un petit documentaire de 9 minutes et quelques. 9 minutes, c'est ça? Voilà. Et vous allez entendre des choses très intéressantes qui devraient beaucoup vous parler. Et il y aura une série de questions derrière, si vous avez des questions à poser. Donc, on va entendre M. Christian Cotten, qui va vous expliquer un petit peu sa vision du monde et ce qui s'y passe. Voilà, merci. Débranchons le cadavre chaud de la Ve République avant que la mafia qui la maintient en survie ne détruise le peuple. Une issue juridique raisonnable,
à la crise actuelle pour revenir à un état de droit dans notre pays. Christian Cotten, psychosociologue infréquentable, complotiste diplômé de l'université de Sirius depuis 1994. Paris, jeudi 17 novembre 2022. Début 2021, un groupe de juristes français spécialisés en droit international et en histoire du droit constitutionnel, réunis autour de maître Fabrice Bonnard, avocat du nouvel État de Savoie et président du Conseil national de l'État de Savoie, m'a sollicité comme porte-parole de son travail qui offre une issue juridique raisonnable à la crise actuelle pour revenir à un état de droit dans notre pays. La majorité d'entre nous avons désormais compris que le trucage du jeu électoral ne permettait aucune issue et qu'il fallait donc inventer autre chose. Depuis plusieurs décennies, les élites occidentales, sous l'emprise des idéologies eugénistes, malthusiennes et transhumanistes, héritées du nazisme, ont préparé une guerre multidimensionnelle contre les peuples de la Terre, dans le but de réduire la population humaine à quelques centaines de millions, tout en installant un contrôle totalitaire sur des esclaves au service d'une élite de 100 millions de prédateurs conduits par des êtres dont l'on peut se demander s'ils sont encore humains. Si les Allemands ont bien perdu la Seconde Guerre mondiale, les nazis l'ont gagnée. Ce sont leurs héritiers qui gouvernent aujourd'hui une grande part du monde occidental. Le ménage n'est pas fini. Pulvérisation chimique de la géo-ingénierie, empoisonnement par de faux médicaments et machins poisons, alimentation industrialisée à outrance, de moins en moins nourrissante et de plus en plus toxique, brouillards électromagnétiques de plus en plus intenses et dangereux, guerre à répétition et persécutions occidentales sur de multiples peuples, guerre contre les enfants retirés abusivement à leurs parents protecteurs, pédocriminalité des élites cocaïnomanes, adeptes des sacrifices humains, avortement massif en vue de l'exploitation des matières organiques, idéologie du changement illusoire de sexe, héritage des pratiques médicales multiséculaires les plus barbares de castration des esclaves rendus eunuques et stériles, drogues multiples et armes biochimiques ou encore psychotroniques. À ce jour, notre République est utilisée à des fins totalement destructrices par des bandes criminelles organisées de menteurs, voleurs et tueurs au service des intérêts de puissances étrangères et aux dépens de toute la population française. L'exclusion du travail des non-injectés, soignants, pompiers, gendarmes, enseignants et autres professionnels constitue, avec la visibilité de plus en plus massive des effets secondaires des faux machins, vrais poisons, deux symptômes majeurs pour un diagnostic limpide. La Ve République est morte et le peuple de France est confronté à cet immense défi: comment se débarrasser des gangsters qui donnent des ordres illégaux à l'ensemble des agents de l'État. Les promoteurs prétendument scientifiques d'une réduction des populations sont des handicapés de l'intelligence du cœur et leurs actions de sociopathes de plus en plus violentes doivent être arrêtées. La population en état de choc traumatique face aux attaques totalitaires subies depuis 2020 est désormais en train de s'éveiller aux plus dures réalités de ce monde et dans le même temps peut prendre conscience que nous sommes les plus nombreux, que nous disposons de toute la puissance du verbe connecté au vortex de l'intelligence collective du cœur, et que nous avons le pouvoir collectif de créer le schéma de rupture indispensable à notre survie. Face aux plus ignobles personnages publics
que nous avons eu à connaître depuis plusieurs décennies, la bête immonde que nous croyions avoir écrasée en 1945 est toujours vivante. Entre le 13 décembre 2007, signature du traité de Lisbonne, et le 4 février 2008, la France a été violée en réunion par le personnel de direction des institutions de la République, gouvernement et parlement confondus. Et la Ve République est morte. Et maintenue artificiellement en vie, car formellement putative et illégale depuis ce 4 février 2008, où le Congrès a permis, par un changement constitutionnel, la ratification du traité de Lisbonne, pourtant refusé sous sa forme antérieure du traité de Rome II, TECE, par plus de 54% des électeurs le 29 mai 2005. Comment allons-nous faire pour débrancher définitivement la Ve République, arrêter les criminels et revenir à l'état de droit par une période de légalité transitionnelle? Nous avons pour cela deux puissances, celle du verbe et celle des armes. Armes qui précisément sont détenues par les seuls agents de l'ordre public, douaniers, gendarmes, policiers et militaires, en oubliant les chasseurs. Car, comme tous les autres agents de l'État, les agents de l'ordre public sont soumis au devoir de désobéissance à des ordres manifestement illégaux et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Le pouvoir de chaque citoyen est donc désormais d'interpeller avec diplomatie et dans la paix du cœur chaque agent de l'État français, du simple agent d'accueil en préfecture, aux officiers de gendarmerie, aux préfets ou aux diplomates, à l'élu local ou au médecin de l'hôpital public, avec cette question: quel choix faites-vous? Continuez à obéir à des ordres qui sont manifestement illégaux et contribuent à détruire la société, à blesser et tuer vos compatriotes empoisonnés par des injections forcées, ou assumez vos responsabilités d'être humain et de fonctionnaires de l'État en charge de protéger la population? Quelle perspective s'ouvre à vous? Faire respecter des lois dictées par des gangsters qui vous manipulent, ou vous retrouvez demain devant un tribunal d'exception pour ne pas avoir désobéi et ainsi avoir participé à un génocide planétaire alors que votre devoir était de désobéir? Je ne doute pas un seul instant qu'une large majorité de citoyens comprendra l'absolue nécessité d'un schéma de rupture ouvrant une période de légalité transitionnelle et un changement de régime politique, et qu'ainsi les agents de l'ordre public assumeront leurs responsabilités en procédant à la mise en sécurité des gangsters, aux fins de leur éviter d'être lynchés sur la place publique. Christian.cotten@protonmail.com, Facebook, VK, YouTube, Odyssée, Chromebunker, Rumble, Twitter. Merci. C'est un texte qui est la production d'un cerveau collectif. Nous avons la chance, avec quelques amis, de fonctionner en pensée laser, ce que j'appelle la pensée laser, c'est-à-dire des cerveaux qui sont suffisamment synchronisés les uns avec les autres. C'est-à-dire des cerveaux qui sont suffisamment synchronisés les uns avec les autres pour que nous soyons capables de fabriquer des productions intellectuelles de façon rapide et efficace. Effectivement, depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant, je travaille étroitement avec un avocat qui s'appelle le maître Fabrice Bonnard, qui est l'avocat d'un Conseil national de l'État de Savoie. La difficulté de ce que je raconte dans cette vidéo, c'est que derrière cela, il y a au moins 6 heures de conférences juridiques et historiques. L'ensemble du texte est relativement codé.
et il est codé en direction de la haute fonction publique. Parce que dans la haute fonction publique, il y a un certain nombre de gens intelligents, il y a un certain nombre de gangsters, c'est bien là le problème, mais on a les gangsters, les marionnettistes, mais il y a aussi des hauts fonctionnaires intelligents et intègres, il en reste, je vous assure. Et ils ont besoin d'entendre un certain nombre de messages que nous sommes en train de leur donner. Nous sommes en train de leur donner un cadre juridique avec Maître Fabrice Bonnard, mais aussi d'autres juristes. Je citerai comme ça au passage une dame que beaucoup connaissent qui s'appelle Martine Bouillon, qui est une procureure adjointe en retraite, vice-procureure plutôt, en retraite, qui a beaucoup travaillé sur les dossiers de pédocriminalité, qui s'est fait bien massacrer par le système. Elle travaille effectivement avec nous depuis un grand moment maintenant. Je reviens rapidement à la Savoie. Conseil national de l'État de Savoie, qu'est-ce que cela veut dire ? Vous avez sur la planète un certain nombre de conseils nationaux de transition qui fonctionnent, plus ou moins bien, mais ça fonctionne tout de même. Vous en avez un actuellement en Libye, vous en avez un au Mali, et vous en avez un au Burkina Faso que les médias occidentaux appellent une junte. Mais c'est en fait un conseil national de transition qui est un concept de droit international qui est utilisé depuis la dernière guerre. Le premier Conseil national de transition historique, c'était De Gaulle en septembre 1941 à Londres. Bon, après, c'est devenu une série d'autres institutions, mais le point de départ du travail juridique qui a été fait par les magistrats et les juristes qui étaient autour de De Gaulle, c'est un Conseil national de transition qui s'appelait Comité national français en 1941. La Savoie a posé un Conseil national de transition par des écrits en 2012, les premiers actes, d'autres ont suivi. Pour comprendre cette histoire, je vais tâcher de faire vite parce que le temps nous est un peu compté, mais c'est important de comprendre. La France n'a plus d'acte de propriété du territoire de Savoie et du comté de Nice depuis 1947. Ce n'est pas enregistré, c'est le notaire, et ça n'a pas été enregistré au service des impôts. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que la Savoie a été annexée par la France en 1860, après que Napoléon III ait aimablement envoyé 20 000 soldats se faire tuer à Magenta, Solferino et Montebello. En échange, Victor Emmanuel II, qui était en train de créer le royaume d'Italie, à partir du royaume de Piémont-Sardaigne, le roi Victor Emmanuel II a fait cadeau de la Savoie à la France. Très bien, ce n'était pas la première fois dans l'histoire de la Savoie qu'elle était annexée puis libérée en tant qu'État souverain par la France. La Savoie arrive donc dans le territoire français jusqu'en 1940, pour faire simple, où en 1940, le traité évidemment de Turin, traité de 1860, devient caduc à cause de la guerre, la Savoie étant à nouveau occupée par l'Italie. Le traité est caduc, bon, très bien, 1947 arrive, à Paris, on signe un traité de paix entre l'Italie et les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, et il est spécifié dans le traité que les États qui souhaitent réactiver des traités antérieurs le notifieront à l'Italie et ensuite veilleront à ce que cette notification soit bien enregistrée au service des impôts, c'est-à-dire au service des traités, au bureau des traités du secrétariat général de l'ONU. Sachant que, à la même époque, l'ONU imposait aux pays colonisateurs européens de décoloniser toutes leurs colonies, ce qui a été fait en gros dans les 30 ans qui ont suivi, avec beaucoup de sang et de larmes, mais ça s'est fait. Enfin, sur le plan théorique, puisqu'on sait bien que l'Afrique est restée longtemps encore colonisée sur le plan économique. Mais bon, ça c'est un autre débat. En 1947, De Gaulle et Schuman, qui commençaient à anticiper la création de l'Europe, n'ont pas souhaité décoloniser la Savoie, qui aurait dû être décolonisée au regard de l'ONU, de la charte de l'ONU de 1945. Et pour obtenir cette non-décolonisation, eh bien, ils se sont abstenus de rappeler à l'Italie le traité de 1860, de le notifier. Et évidemment, il n'a pas été enregistré à l'ONU. Alors cette histoire-là, elle mérite d'être racontée parce que c'est un bijou juridique, de droit international, puis de droit français. L'affaire a été mise sous un couvercle pendant plusieurs décennies,
En échange, un certain nombre de Savoyards pouvaient monter à Paris comme futurs ministres ou voire ministres européens, commissaires européens. Et puis un jour, un avocat, c'est un surdoué, foudingue, complètement génial, découvre le dossier de la Savoie. Il se trouve que c'est aussi un militaire, c'est un Syrien. Et puis il se trouve aussi que pendant une dizaine d'années, il était l'avocat de la Direction générale des douanes françaises. Donc il connaît un peu la musique, quoi. Enfin, il a joué quelques instruments dans le système étatique. Il a 60 ans cette année, ou 61, je ne sais plus. Moi j'en ai 69, enfin je n'ai que 70 ans dans 6 mois. Ce qui veut dire que j'ai encore un peu de temps. Fabrice Bonnard soulève le couvercle du dossier de la Savoie et puis s'arrange pour qu'un député, un certain Nicolin de Roanne, dans les années 2010 puis 2012, pose des questions au Quai d'Orsay, comme un député peut poser une question à l'Assemblée nationale, c'est une procédure classique connue pour quantité de choses, et le Quai d'Orsay répond 2 fois de suite. Et à chaque fois, le Quai d'Orsay se tire 2 balles dans le pied. Il mente, il biaise. Il nous explique que, oh, si, on a fait une note verbale à l'Italie. Les notes verbales dans le monde diplomatique, c'est juste une note verbale, un bout de papier, mais ce n'est pas une notification. Et puis, bien entendu, ah mais ne vous inquiétez pas, monsieur le député, on va déclarer à l'ONU. C'est juste 70 ans plus tard, trop tard. Évidemment, il y avait 6 mois en 1947 pour faire les notifications et les déclarations à l'ONU. Le Quai d'Orsay est très très mal avec ça. Vous n'entendrez jamais parler dans la grande presse du dossier de la Savoie. Par contre, quand Thierry Bécourt, le porte-parole de la Savoie, qui travaille étroitement avec Fabrice Bonnard, se promène et doit présenter ses pièces d'identité à la gendarmerie qui l'arrête pour un simple contrôle routier banal, il sort la carte d'identité du Sénat souverain de Savoie. Et il sort le permis de conduire du Sénat souverain de Savoie. Ils sont plusieurs dizaines, centaines même aujourd'hui à fonctionner comme ça en Savoie. Téléphoner au préfet, téléphoner à la magistrature, enfin au parquet. Allô, monsieur le préfet, laissez circuler. Et quand un Savoyard est défendu par Maître Bonnard, arrive au tribunal de Chambéry ou au tribunal de commerce pour des histoires d'URSSAF, ou bien pour une histoire de PV ou de choses comme ça, il lui est reproché, on reproche au Savoyard, monsieur, vous avez commis tel délit ou telle faute sur le territoire national. Ah ouais? Vous êtes sur le territoire français, là? Vous avez quoi comme acte de propriété? Relax. 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 Ils savent qu'ils ont un gros bug, là. Ils ont un très gros bug, pour la première fois dans l'histoire. Alors, les inventeurs, les juristes inventeurs du processus que je commence à indiquer, pour l'instant, je marche sur des œufs et sur un fil de funambule parce qu'il y a quantité de choses que je ne vous dirai pas. Par contre, si vous avez le courage de venir 3 semaines de suite, un soir par semaine, soit un lundi, soit un jeudi, écouter un monsieur qui est dans la salle d'ailleurs, mais que je ne désignerai pas parce qu'il se cache, si vous avez le courage de venir l'écouter, ça fait à peu près 6 bonnes heures de conférence avec des échanges, vous allez comprendre ce qui est derrière ce que je raconte. Parce que ce que je raconte, c'est juste la surface des choses. Il faut aller un peu plus loin. Ce qui va se passer dans quelques semaines, dans quelques mois, la Savoie va écrire à l'Italie. Coucou, vous vous souvenez du traité de Paris de paix de 1947 qui réunit à peu près la moitié de la planète aujourd'hui, compte tenu des siciparités de l'URSS, la Yougoslavie et autres, les signataires et ayant droit signataires du traité de Paris de paix de 1947, qui est le traité de paix de la Deuxième Guerre mondiale, en quelque sorte, ils sont plus de 50 aujourd'hui. À l'époque, ils étaient une quinzaine. La Savoie va écrire très prochainement, là, on le sait maintenant, on attendait certaines informations qui sont là,
La Savoie va écrire à Rome, coucou, le traité de 47, il est prévu une commission de conciliation en cas de petits soucis dans l'interprétation et l'application des traités. Donc si vous voulez bien, Rome, les Italiens sont d'accord là-dessus, parce que ça les arrangerait bien que la Savoie devienne une frontière paisible et sereine entre la France et l'Italie. Et derrière ça, c'est là que le joker est intéressant pour la France. La Savoie, c'est vraiment un joker pour la France. C'est pour ça que ça s'appelle Savoie. Quand on veut changer un système complexe, un système vivant complexe, on peut le faire changer par petites touches, par apprentissage successif, et puis de temps en temps, on est obligé de le faire changer par un schéma de rupture. Nous sommes au schéma de rupture. Moi, mon métier, c'est de fabriquer ça depuis 25 ans. Je me suis spécialisé depuis les années 94 dans ce que j'ai appelé le recadrage pédagogique du personnel de direction des institutions de la République, ce qui m'a permis de filer un paquet de grandes baffes à un certain nombre d'énergumènes, peu importe. Nous sommes au schéma de rupture, et pour créer un schéma de rupture efficace dans un système complexe, il faut aller chercher le plus petit élément qui va faire le plus grand changement. Le plus petit élément, le plus petit pays du monde qui n'est pas encore décolonisé, c'est la Savoie. Et ça va être un levier assez fabuleux parce que deuxième étape de l'histoire, c'est que lorsque la Savoie va arriver à Rome, ok, il faut bien convoquer la République française, l'État français, mais on a un petit problème avec la Ve République. La Ve République est morte. C'est con, hein, mais elle est morte, là. Mais vraiment. C'est pour ça que je parle de cadavres chauds. On est passé dans un monde de cadavres chauds et de bébés congelés, c'est un grand délire. Et la République française, elle est en état de cadavre chaud. Elle est maintenue en vie depuis 2008, mais sur un plan formel, juridique, en termes de droit international, en termes de droit constitutionnel, en termes des droits de l'homme et du droit des nations. Les conférences dont je parlais tout à l'heure, on vous explique tout ça largement en détail pour bien comprendre. La République française, aujourd'hui, n'a plus de fondement légal. En plus, elle est devenue totalement illégitime parce qu'elle est occupée concrètement par des gangsters. Les avocats, les médecins, et je les en remercie publiquement ici, depuis 2 ans, ont fait un travail extraordinaire de collecte de données, d'informations, et le jour où vont s'ouvrir des tribunaux d'exception pour juger les gangsters, je suis très tranquille, les argumentaires sont là. Il y a de quoi prouver qu'aujourd'hui, à la tête de l'État français, nous avons un certain nombre de criminels en bande organisée qui ont l'intention de tuer. Ce n'est pas par hasard. Il y a des faits, il y a des morts, il y a du droit et il y a une intention. C'est sur ces 3 bases-là qu'on peut condamner quelqu'un. S'il n'y a pas d'intention, ça devient plus problématique. Mais là, on a des faits, et les faits sont très largement documentés. Dans tous les groupes que je rencontre depuis quelques mois, les constats s'accumulent aux constats. Tous les médecins honnêtes, intègres et indépendants de la mafia montent au créneau de plus en plus, se font certes taper dessus, mais ils font le job, et merci à eux. Les avocats font le job aussi. Je pense à Virginie, qu'on écoutait hier, à Harold Jorekia, à Jean-Pierre Joseph et à d'autres. Fulmich en Allemagne. Ils font le job et on n'aura aucune difficulté à confronter les gangsters. La grande question, c'est comment on fabrique le schéma de rupture de manière concrète. C'est relativement simple. C'est relativement simple. À partir du moment où on constate que la République est putative, un mariage putatif, c'est l'histoire du garçon qui se marie une fois en France et puis qui part en Indonésie se marier une 2e fois. Le 2e mariage est putatif en termes de droit. La République est putative, la République est illégale. Et donc la Savoie va dire à Rome, bah, écoutez, on ne peut pas faire autrement qu'appeler un Conseil national de transition français. Donc le moment venu, il y aura un Conseil national de transition français qui apparaîtra. Le moment venu. Ne me demandez pas quand. Tout ça va aller très vite et très lentement. La période de l'égalité transitionnelle dont je parle, c'est 5 ans. Parce qu'à la fin,
À la fin, on va arriver à une nouvelle constitution qui va être fabriquée par la population française, selon un processus de fabrication de constitution qui aura été validé auparavant par un référendum avec différentes options. Il faut savoir que nous en sommes historiquement à la 15e constitution depuis 1789. Et celle, en comptant les lois du royaume, qui faisaient office de constitution, qui n'étaient pas seulement, la monarchie, c'était pas seulement la loi du roi, c'était aussi les lois du royaume qui contraignaient le roi à respecter certaines règles. Et donc, on considérait ça comme une constitution. Donc, nous en sommes à 16 constitutions. Les États-Unis, dans la même période, ils en ont une. Ce qui veut dire que la France est particulièrement créative en matière d'invention juridique. La culture, les élites russes, au XVIIIe et au XIXe siècle, avaient comme première langue le français, très souvent. Éventuellement le russe, mais le français à égalité du russe. C'est juste un petit point d'histoire qui est très significatif maintenant. La France a ce privilège, parce que c'est le génie de sa langue, de fabriquer du droit. Le droit international a été extrêmement enrichi par la culture française. C'est une grande force réelle de notre population. Nous savons fabriquer du droit. Et à un moment, nous allons fabriquer une autre constitution. Mais ça va prendre un petit temps. Parce qu'il faudra d'abord réinformer la population. Oui, Sarah, je sais, je suis un peu long, mais je termine là-dessus. J'ai fini là, je t'assure, j'ai fini. 3 minutes. Après, je peux répondre éventuellement à une ou deux questions. Mais je vais laisser la place à mes petits camarades derrière. À un certain moment, il y a des gens qui feront le nécessaire. Ça prendra 24 heures. 48 peut-être. 24 heures, en général, ça suffit. Personne n'en saura rien avant. Et moi, je ne saurai rien avant non plus, parce que moi, je ne suis concerné que par raconter du droit. Mais les gens compétents seront là au rendez-vous, le moment venu, peut-être dans 1 an, peut-être dans 18 mois. Ça va se faire quand il y aura eu assez de morts des vaccins, quand surtout la population sera capable de faire comprendre au personnel compétent actuel de l'État français qu'il faut vraiment que là, maintenant, il passe à l'action. D'où la vidéo, que je vais certainement utiliser pendant un certain temps pour faire passer un certain nombre de messages, sauf question de mes petits camarades, genre Maximus. Alors, moi j'ai une question pour toi, Christian. D'abord, je te félicite pour cette vidéo. Attends, je vais me rapprocher. Je te félicite pour cette vidéo parce que cette réflexion sur la légitimité de la République, entre autres dans son aspect historique et politique. Moi, je fais partie des gens qui ont eu cette réflexion, qui ont regardé la trame de l'histoire et qui ont vu des forces qui ne servaient pas forcément le peuple, qui étaient à l'œuvre derrière cette République. Tout le monde peut s'en rendre compte aujourd'hui. Et en 2016, Nicolas Sarkozy a fait retirer de la Constitution le crime de haute trahison, préparant l'avènement de ce qui allait arriver aujourd'hui avec notamment François Hollande et Emmanuel Macron. Alors si on ne peut plus juger les chefs d'État pour crime de haute trahison, moi j'ai cherché dans le droit pénal, en fait, qu'est-ce qui pouvait avoir une équivalence. Et je suis tombé sur l'entente et l'intelligence avec l'ennemi. Je me disais que ça se rapprochait pas mal de la haute trahison. Et je voulais avoir ton point de vue là-dessus. Si on peut considérer le chef d'État actuel comme premier officier de France, donc pouvant tomber sous le coup de, selon l'article, il me semble que c'est 411-1 jusqu'à 14-14, de crimes d'entente et d'intelligence avec l'ennemi. Est-ce que ce schéma peut éventuellement s'appliquer au chef de l'État ?
C'était à Christian que je posais la question. Oui, mais c'est moi qui réponds. D'accord. Oui. Alors, hop là. Alors c'est une question très intéressante et justement cette loi constitutionnelle de mars 2007 qui est parfaitement légale, même si elle est évidemment illégitime, mais elle est parfaitement légale, c'est un argument massu pour déclencher une transition. Parce que si on n'a pas une transition, on aura un changement de gouvernement, un changement de chef d'État, si on ne change pas de constitution. Et donc, en supposant que nous trouvions un leader charismatique qui réformerait notre pays dans le bon sens, ce qui fait beaucoup de si, je ne voudrais pas être à sa place pour expliquer aux Français qu'on ne pourra pas juger Macron pour tous les actes non détachables de son service de président de la République. On pourra le juger pour fraude électorale, mais on ne pourra pas le juger pour tout ce qu'il a fait en tant que président, puisque depuis cette loi constitutionnelle, il est irresponsable indéfiniment pour tous les actes non détachables du service de président de la République. Et donc, même si juridiquement cela s'explique, politiquement ce sera indéfendable. En revanche, si on part du fondement de l'illégalité de l'organisation des pouvoirs publics depuis 15 ans, les protections constitutionnelles du statut pénal du président de la République tombent et on peut le juger comme un citoyen ordinaire, selon l'article 410, intelligence avec l'ennemi. Mais pour cela, il faut partir du positionnement que nous n'avons plus de l'égalité à l'organisation des pouvoirs publics, c'est-à-dire plus de constitution et rentrer en transition. Sinon, on ne peut pas. On peut à la limite l'envoyer à la Cour pénale internationale pour le faire juger pour crime contre l'humanité, mais ce serait une humiliation nationale que le pays des droits de l'homme ne soit pas capable de juger lui-même son plus grand criminel. Tu vas devoir monter, Sarah. Qu'est-ce que tu vas nous chanter, Sarah? Bon, je voulais vous remercier. Hop. Voilà, merci à chaque intervenant. C'est difficile la gestion du temps. Tout le monde a envie de dire plein de choses très intéressantes. Donc, on va essayer de faire chacun un peu plus court pour que tout le monde puisse s'exprimer cet après-midi. Je dis à tous les intervenants, voilà. Jean-François, tu vas te présenter. Mieux que moi, je ne te présenterai. Et puis après, on va pouvoir passer à l'écoute de médecins qui ont une expérience de terrain, notamment comme David Bouillon ou Nicole Delépine qui est arrivée dans la foulée. Merci à vous. Je vous remercie tous de m'avoir écouté, entre autres, et on remercie évidemment Christian Cotten. On applaudit tous les intervenants. Applaudissez-vous, vous aussi, parce que finalement, en vérité, il n'y a pas de plus fort. Hein. Vous aussi, vous pouvez être à notre place, parce que je suis persuadé que beaucoup d'entre vous ont énormément de choses à dire. Ne soyez pas timides, n'ayez pas peur. Prenez le pouvoir, reprenez votre pouvoir. Vous l'avez, il est en vous. Oui, vous avez raison, même si ce qui compte, c'est la réponse, c'est pas qui le dit.
Alors moi, monsieur, je me suis présenté tout à l'heure, mais vous n'étiez pas là. Donc, il y a eu une petite coupure pour le repas. Donc moi, je suis juste un citoyen engagé et je possède une chaîne YouTube. J'interviens en tant que média libre. Donc voilà, j'étais là tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Maximus le Renaissant. Je vous encourage à vous abonner, bien sûr. Donc, bonjour à tous, Jean-François Harel, ancien conseiller municipal d'une commune de 60 000 habitants dans le 94, communiste au premier tour depuis 1929. C'est la meilleure école pour comprendre ce qui se passe. Deux petites histoires et un fait historique et pour résumer tout ce que nous partageons, et ensuite diagnostic et perspective. La première, avec un peu d'humour, vous allez comprendre, c'est l'histoire d'un énarque qui se balade en montagne et à un virage, il croise un grand champ où il y a plein de moutons et le berger. Alors il s'arrête, il va voir le berger, il dit « Bonjour monsieur, si je vous dis combien vous avez de moutons, vous m'en donnez un ?»« Bon ben d'accord, vas-y. » Donc le gars il commence à compter, il revient à sa voiture, il regarde son ordinateur, il repart, il revient, il retourne voir le berger, puis il lui dit « 235. Oh bravo, vas-y. » Alors l'énarque, il prend une bête, il part vers sa voiture, puis il y a le berger qui dit « Attends. Si je te dis ce que tu as fait comme étude, tu me la rends, ma bête ?» L'énarque, il dit « Mais même le berger, il ne sait pas ce que c'est, puis comment il peut le savoir ?» Il dit « Oui, bien sûr, monsieur, bien sûr. Toi, tu as fait l'ENA. Mais comment vous le savez? Rends-moi mon chien. » Et c'est ce que nous vivons un peu partout. Et il n'y a pas que pour les énarques. Deuxième chose, c'est Solon, philosophe grec, 500 ans avant Jésus-Christ, philosophe, politique, il fait partie du Conseil des sages de la Grèce. Il a écrit la première constitution du monde occidental. Article 1, 2 points, ouvrez les guillemets. Le courage, c'est de dire non. Fermez les guillemets. Et quand vous avez compris l'article 1, vous comprenez pourquoi les autres articles sont introuvables. Donc on est tous très curieux de pouvoir les découvrir un jour. Troisième petite histoire qui là nous concerne tous. C'est l'histoire d'un vieux chef cherokee qui le soir au coin du feu discute avec son petit-fils et il lui dit « Nous avons deux loups en nous. Un qui est dans le pouvoir, la colère, la domination et l'autre qui est dans la joie, la paix, l'harmonie. » Et le petit-fils lui dit « Mais grand-père, lequel des deux va gagner ?» Et le vieux chef cherokee lui répond « Celui que tu auras nourri. » Donc par rapport à tout ce qu'on partage comme diagnostic, ils nourrissent quoi là? Alors maintenant, diagnostic et perspective. Quand la survie s'impose, tous les peuples de France se rassemblent et disposent de leur destin avec bon sens, dans la joie et l'harmonie, avec une belle détermination, dans la paix. C'est notre établi. Nous, président, est notre solution. Il n'y a qu'une race d'humains qui a bien plusieurs ethnies, tous frères et sœurs en main. La France en fera ses épanouis. Le lien fondamental de la sérénité est la confiance qui se mérite pour ne jamais être entamé dans l'amour de nos pépites. Pas de femme providentielle, ni d'homme ou margoulin poussé, mais une nation dans l'éternel qui œuvre la maîtrise de sa destinée. Avec les agoras citoyennes et le référendum des citoyens, la France veut être sereine et décider pour elle son destin. La France bat sa monnaie pour convenir sa richesse par les œuvres du bonnet aux pourvoyeurs d'allégresse. Passer ces frontières impose à toute personne curieuse de respecter toutes les proses de sa culture débroussailleuse. Et c'est la grande patrie du rire qui va ouvrir une large voie où chacun va savoir bannir toutes les peurs tuant ses proies. Il y a un problème ?
Ok, je vais être obligée de prendre le micro 5 minutes. Même si on n'a pas le temps, je crois que cet épisode est important. Je savais qu'on risquerait de le vivre, alors je préfère en parler sincèrement. On a les trolls du gouvernement, et on a malheureusement, j'en ai parlé le premier jour, des personnes qui se disaient être avec nous, dès le départ, qui trahissent parfois la confiance, qui deviennent des informateurs, des personnes qui sont dans la violence et qui cherchent à diviser. Et nous ne devons absolument pas nous laisser diviser. C'est triste d'en arriver là, d'arriver à des pratiques comme celle-ci. Et en même temps, ce qui est beau, c'est qu'on est tous ensemble. Et c'est ce qui a déclenché ça. C'est-à-dire que nos idées politiques sur la vaccination, sur autre chose, en fait, dérangent. Mais ce qui les dérange le plus, aujourd'hui, c'est qu'on soit ensemble. Et on en a la preuve. Donc merci d'être tous là. On va continuer à faire passer les intervenants. Il n'y a pas de panique à avoir, hein. Messieurs, mesdames, au fond, si vous voulez vous rasseoir, voilà, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à voir. Voilà. Oui, non, mais c'est pas de la casse de voiture, vous inquiétez pas. Voilà. Et quand il y a besoin, on appelle la police. Ça arrive aussi. Non, mais c'est triste parce que jusque-là, on l'a pas fait. Mais voilà. Donc, il est d'autant plus important de ne pas céder à la division et à la diffamation, à ce genre de choses. Voilà. Parce que ça dérange l'union. Et ce beau week-end, ils ont voulu le gâcher. Mais j'aimerais qu'ils n'y réussissent pas. Vous me confirmez qu'ils ne vont pas réussir ? Je vais redonner le micro à ceux qui doivent s'exprimer au lieu d'être trollés. Parce que c'est ce qui se passe sur les réseaux et dans toute la France. C'est un épisode qui a lieu, vous pouvez demander à n'importe quel chef de réseau, n'importe quelle personne qui a pris le lead involontairement durant les manifs. Elle va se retrouver harcelée et les événements, trollés, les réseaux trollés avec des malveillances, de la diffamation, par des gens qui sont parfois très frustrés, parfois en souffrance. Peu importe. Dans tous les cas, nous devons être fermes face à cela et rester unis. Et maintenant, on va pouvoir continuer avec nos intervenants. Si vous pouvez refaire silence et vous rasseoir, voilà, il n'y a rien à voir. Rien d'intéressant. L'intéressant, il va être sur scène. Et merci à tous. Bon, on continue. L'intervention, elle est arrivée quand je parlais juste des frontières, hein, c'est tout, c'est un pur hasard. Donc, passer ces frontières impose à toute personne curieuse de respecter toutes les proses de sa culture débroussailleuse. Et c'est la grande patrie du rire qui va ouvrir une large voie où chacun va savoir bannir toutes les peurs tuant ses proies. J'ai perdu le fil, c'est la première fois que je suis coupé au milieu. Être des esclaves lobotomisés, elle ne l'acceptera jamais. Le réveil salutaire tant espéré jaillit avec l'amour au palais. Sa puissance bien millénaire, depuis les Celtes et les Vikings, a façonné tout son caractère. La cohérence fait son ring. En fusion avec Gaïa, terre, mer, la nature est toute honorée. Plus jamais de pollution en l'air et l'eau sera l'or bien-aimé. Le changement de paradigme devient une évidence prospère. Tout ce qui était une énigme deviendra lucidité des repères. Pour tous les abstentionnistes écœurés de se faire manipuler et les non-inscrits sur les listes, voter va être un devoir sacré. Le monde d'après en France inspirera d'autres patries. L'épanouissement en transe fera chaque jour son paradis. Dans la force d'union et d'espoir, rien ne pourra nous résister. La gratitude est notre savoir et l'engagement notre salubrité. Et le bonheur est indispensable à chaque instant présent. Tous citoyens responsables, c'est tous bien nous, présidents.
Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours et nous ferons tous la fête en frères. Aux urnes, citoyens, pliez vos papillons. Votons, votons, qu'un avenir sûr abreuve nos convictions. Pom, pom, pom. Gratitude et reconnaissance infinie à la source, amour, force éternelle de tout ce qui est. Que lumière, amour et puissance restaurent maintenant le plan sur la terre. Vive l'amour, vive la pleine conscience et vive la France! J'aimerais appeler l'un des médecins qui est convié à parler. Tu viens, Denis? Allez. Et puis je vais inviter Brigitte aussi avec toi sur scène. Elle sait pourquoi. Alors il y a David aussi qui doit... Denis, est-ce que tu peux laisser parler David aussi? Est-ce qu'on vous pouvez faire ça tous les deux? Allez David. Viens David, viens. Je vais prendre l'air, des fois on a besoin de prendre l'air. Alors, attends, juste après, tu me raconteras. Je vais parler sérieusement parce que je suis un peu fatigué. Tu permets? Voilà. Alors, c'est trop fort? C'est pour vous réveiller. Alors, je vais vous dire 2-3 mots. Clairement, nous vivons un truc assez particulier depuis 2 ans et je suis aussi concerné, bien évidemment. Je suis toujours étonné que la sphère publique et notamment les réseaux sociaux s'émeuvent pas plus de mon cas. Ce n'est pas tant pour me plaindre, c'est juste pour dire que, et pour rappeler, que j'ai eu 3 ans d'interdiction d'exercer la médecine au mois de mai 2022 par la chambre disciplinaire dont j'ai fait appel, mais bizarrement, ça n'a pas fait grand bruit sur les réseaux sociaux. J'en fais mon affaire, j'ai un avocat. Et au mois de septembre, j'ai pris 6 mois de prison avec sursis, dont j'ai fait appel, et j'ai la plus grande confiance en mon avocat pour obtenir une relaxe complète. Il y a clairement des mouvements politiques aussi dans la résistance qui font beaucoup plus de bruit que moi. Je m'en fiche un peu. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, je vais être très clair, c'est qu'on arrête le vaccin du Covid. On a parlé de hiérarchie de normes dans les lois. Il y a clairement des priorités, on va dire médiatiques, à choisir. Bien évidemment, le cas des personnels suspendus est indispensable à régler. J'en suis le premier, ou parmi d'autres, à être concerné, étant donné que depuis janvier 2021, je ne peux plus travailler, ayant fait des études de médecine. Alors, si vous avez une chose à retenir de ces 2 jours, si les médias qui diffusent la vidéo, si je vais lancer encore un appel à M. Berkoff qui, clairement, et je lui ai envoyé un SMS ce matin, fait tout honneur à défendre le cas des gens qui ne peuvent plus travailler dignement dans ce pays. Je finis parce que j'ai la parole et j'en ai marre d'être coupé. Alors, le vaccin du Covid, en France, je dis bien en France parce qu'à chaque fois on me dit mais c'est en France. Oui, c'est en France. L'Agence nationale de sécurité du médicament, c'est une institution qui fait partie de la France. Il y a 42 000 effets indésirables graves, et ça c'est quand j'ai readditionné les effets indésirables graves des vaccins du Covid déclarés il y a plus d'1 mois. J'ai bien dit 42 000. Et c'est très certainement sous-déclaré. Il y a plus de 2100 décès déclarés.
Alors, la NSM ne reconnaît pas un seul décès parce que le jour où il y aura un décès, recensé, le château de cartes s'écroulera. Non mais stop. Il y a 50, mais réglez votre rang. Il y a 50 enfants de moins de 18 ans qui sont décédés des vaccins du Covid. Il y a 210 personnes qui sont décédées des vaccins du Covid de 19 à 29 ans. Donc c'est gravissime et il faut arrêter les vaccins du Covid. Ça s'appelle l'activation du principe de précaution. Le Mediator en mars 2021 a été jugé. Il y avait 2000 décès liés au Mediator. Et puis apparemment, il y a des problèmes ici, mais c'est pas grave. Ça a été jugé au pénal, donc il est grand temps d'activer l'activation du principe de précaution et d'arrêter les vaccins. Voilà ce que je voulais vous dire.